j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon lundi. On se retrouve du coup pour la fameuse vidéo qui sort tous les premiers jours de mois ou les tout derniers jours. Du coup, c'est la sortie livresque du mois d'octobre qui est plutôt riche, il faut être honnête. On a de belles sorties qui arrivent, on a des suites de sagas, on a des nouvelles lectures, donc j'ai vraiment hâte pour certaines de voir. Donc les suites de sagas forcément, parce que on veut savoir comment ça va se terminer ou comment ça va continuer pour certains. Mais il y a certaines nouveautés qui me plaisent plutôt bien, donc voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Du coup, on commence avec le 5 octobre, du coup, il y a Vampiria, donc c'est pas la version poche qui sort, du coup Vampiria c'est la cour des ouragans de Victor Dixon qui est une trilogie parfaite, mais du coup en fait ils sortent une BD Inquisition qui parle du coup, et je vous lis le résumé. L'an 1715 de l'ancien règne, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Cela fait 3 siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Mania Vampiria. Un vaste empire s'étendant à l'Europe entière, l'ordre y est maintenu par la toute-puissante faculté hématique prélevant la dîme du sang chez les roturiers. Son bras armé, l'Inquisition frappe l'hérésie partout où elle se niche. À voir ce que ça va donner, si c'est aussi bien ou pas que le livre, voir si ça reprend ou pas aussi le livre, je n'ai pas l'impression, donc voilà, c'est juste par pure curiosité personnelle, voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons le Cercle des sorcières, le tome 1 du coup de Axaven qui sort chez Casterman. Je vous lis le résumé. En 1911, à New York, Frances Hollowell, 17 ans, passe ses journées comme couturière, pleurant la mort mystérieuse de son frère quelques mois auparavant. Tout change lorsqu'elle est attaquée et qu'un des hommes se retrouve mort à ses pieds. Ses ciseaux dans le cou, elle ne peut expliquer comment ils sont arrivés. Avant qu'elle ne puisse être condamnée comme meurtrière, 2 infirmières portant une cape arrivent pour l'informer qu'elle est mortellement malade et qu'ils ont reçu l'ordre de se présenter au sanatorium de Axaven. Mais Frances découvre que Axaven n'est pas du tout un sanatorium, c'est une école de sorcières. Dans les murs scintillants de Axaven, Frances trouve la fraternité dont elle rêve, mais la directrice avertit Frances que la magie est dangereuse. Frances n'a aucun intérêt pour la petite magie sûre de son école. Elle est plutôt enchantée par Finn, un garçon dont la magie lui-même qui apparaît dans ses rêves et lui dit qu'il peut lui apprendre tout ce qu'elle a envie d'apprendre. Des leçons qui pourraient lui apporter plus de découvertes par rapport à ce qui arrivait à son frère. Le nouveau pouvoir de Frances attire l'attention du chef d'un ancien ordre qui aspire au contrôle magique de Manhattan et qui ne reculerait devant rien pour avoir Frances à ses côtés. Frances doit finalement choisir ce qui compte le plus, la justice pour son frère assassiné, ses sentiments grandissants pour Finn ou la sécurité de sa ville entière et de ses camarades sorcières. Quel prix payera-t-elle pour le pouvoir et si la vérité est plus terrible qu'elle ne l'aurait imaginé? En plus, c'est une lecture parfaite pour Halloween qui arrive. Du coup, c'est sur les sorcières, forcément avec le bien et le mal, toujours. Et une future, on va dire, cataclysme qui va arriver. Donc, tout y est. Donc, normalement, ça devrait être une bonne lecture. Le même jour, du coup, nous avons Mexicaine Gothique qui sort un manoir isolé, une aristocrate dangereusement séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leur atroce secret. Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée, Naomi se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Elle ignore ce qu'elle va y trouver, ne connaissant ni la région ni le compagnon de sa cousine, un séduisant anglais. Avec ses robes chic et son rouge à lèvres, Naomi semble plus à sa place aux soirées mondaines de Mexico que dans une enquête de détective amateur. Elle n'a pourtant pas peur ni de l'époux de sa cousine, à la fois un homme troublant et hostile, ni du patriarche de la famille fasciné par son invité, ni du manoir lui-même qui projette dans les rêves de Naomi des visions de meurtre et de sang. Car High Place cache bien des secrets entre ses murs. Autrefois, la fortune colossale de la famille la préservait des regards indiscrets. Aujourd'hui, Naomi découvre peu à peu l'effrayante histoire de folie et de violence. Si elle n'échappe pas très vite, elle risque fort de ne plus pouvoir jamais quitter cette demeure énigmatique. Ça a l'air trop bien. Et puis alors, il est plus que encensé sur TikTok, donc ça nous donne encore, du moins moi, ça me donne encore plus envie de le lire, parce que j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde le trouve aussi bien, aussi génial. Le 6 octobre, nous avons l'Empire du Vampire de J. Christophe qui sort. Donc c'est de Saxus qui le sort, qui font d'ailleurs une très belle édition. Si vous voulez aller voir sur Instagram, il faut une édition spéciale pour les journées de dédicace de l'auteur.
qui est juste magnifique honnêtement. Et cette édition-là, en fait, du coup, est vendue que dans les librairies où l'auteur se déplace. Donc franchement, plutôt pas mal. C'est une belle édition. De la Sainte Coupe vient la lumière divine, et la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde. Et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer une marée à la fois que la lumière du jour a manqué, et Gabriel est le seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. C'est l'air trop bien. Franchement, déjà, c'est que j'ai Christophe et j'ai adoré Nevernight. Ça a été une saga qui est vraiment coup de cœur, donc j'espère que je vais autant aimer cette œuvre-là. Le 6 octobre, nous avons toujours Le parfum de l'impératrice, l'Archipel. C'est Goldstream qui le sort. Je vous lis le résumé. Le Magnus Mar, monté par des eaux dévastatrices, né de l'affrontement entre les Kraken contre les Léviathans, n'a laissé aux survivants que quelques îles où s'installer. Le plus vaste des territoires est le luxurieux archipel où le gouvernement impérial a instauré au fil des siècles des lois strictes. Un jour, un concours de création de parfums visant à soulager l'esprit tourmenté de l'impératrice est organisé. Nimue, l'apprenti passionné de compagnie de thé, Lugen, le parfumeur taciturne, et Tidorel, l'exubérant affichiste, sont prêts à tout pour trouver la fleur légendaire qui leur permettra de l'emporter, même si cela implique passer les frontières interdites par-delà les océans. Honnêtement, ce qui m'attire sur ce bouquin, c'est la couverture qui est juste magnifique. C'est une très belle couverture. Donc, à voir ce que ça va donner. En tout cas, mais pour le moment, il a l'air plutôt intéressant. Il est prometteur. Le même jour, nous avons Loin des îles Mauves, les tomes 1, le Sans étoiles. La couverture appelle à la poésie. C'est une très belle couverture, tout en pastel, en finesse, qui fait rêver. On dirait un tableau, honnêtement. Donc je vous lis le résumé. Ivanelle est un héros. Née femme, elle doit, comme ses congénères du peuple bruyère, bander ses seins et cacher son identité aux yeux des Léfas, le peuple dominant des îles Mauves. Mais au-delà des querelles qui épousent ces deux peuples depuis la nuit des temps, un danger menace les îles de famille. L'Empire et ses navires accaparent les baleines. Bravant les lois de leur archipel, Ivanelle et 5 de ses compagnons embarquent à bord d'un voilier pour un périple à haut risque. Leur mission, négocier leur avenir. Ça a l'air trop long. Et puis honnêtement, la couverture, en fait, elle m'a juste tapé dans l'œil. Honnêtement, c'est juste la principale raison pour laquelle je lis le roman. Tout simplement. Le 11 octobre, du coup, nous avons Queen of Hearts, le tome 3, The War of the Card. J'ai trop hâte de le lire. C'est le dernier tome de cette trilogie qui est juste génial, qui est sur la Reine de Cœur. Et franchement, c'est trop bien. Ça promet. Donc Dina a perdu tous ceux qu'elle aimait, son frère a brutalement été assassiné, l'homme cruel qu'elle croyait être son père l'a trahi, ses loyaux sujets ont été dévastés par la guerre et le garçon à qui elle a donné son cœur l'a complètement brisé. Maintenant une reine obscure est sortie des cendres de son ancienne vie. La colère et la haine fleurissent à l'intérieur de Dina, empoisonnant son âme et tordant son esprit. Il ne lui reste que le pays des merveilles et sa couronne et son obsession de se battre pour les deux. Mais la guerre fait rage et Dina pourrait hériter d'un trône ensanglanté. Un chef rempli d'amour et de rage peut-il jamais être le souverain dont le royaume a besoin, ou sa colère dévorante mettra-t-elle le pays des merveilles à genoux? Ce n'est pas l'histoire qui finira par arriver écureux et eut beaucoup d'enfants, c'est l'histoire de la Reine de Cœur. J'ai trop hâte. Oh, franchement, c'est une saga que j'ai découverte complètement par hasard et que j'adore. Il fait partie de ces romans que je relis régulièrement parce qu'ils sont juste géniaux. J'ai des morceaux de bouquins qui sont surlignés parce que je lis en e-book qui est juste génial. Le 12 octobre, nous avons L'école de minuit, c'est Rajo, d'édition Rajo qui le sort. La couverture est assez intéressante, elle est rigolote et c'est parfait pour du coup aller dans le thème d'Halloween du coup qui arrive. Simonet, 15 ans, mi-humain, mi-vampire, attendait avec impatience d'entamer sa première année à l'école de minuit pour pouvoir échapper à l'emprise de sa mère et avoir enfin une vie sociale.
Ses espoirs se concrétisent quand il se lie d'amitié avec 2 élèves de sa promo. Excusez-moi. Joël, un mort-vivant, et Colline, un garçon sirène. Mais très vite, Colline, dont les écailles valent de l'or, disparaît. Erin, une louve-garou protégée par un feu follet agressif, est-elle dans le coup. Simonet tente d'obtenir des réponses. Quand ta sœur aînée, le vampire jusqu'au bout des ongles, disparaît à son tour, il se lance avec ses alliés d'une enquête dont les dessous vont mener bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Ça a l'air intéressant. Je pense que c'est une lecture assez douce. Mais c'est surtout les vampires, tous les méchants, du moins, que l'on voit dans les histoires. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Je vais juste boire une gorgée de thé. J'ai la gorge qui me... C'est mieux. Le 13 octobre, nous avons Atlas Six qui sort. Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste du monde. Les élus vous se verront accorder une vie de savoir infini, de pouvoir, de prestige qui dépassera même leurs rêves les plus insensés. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui leur sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela les implique de se rapprocher de leur pire ennemi ou de trahir leurs alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à prendre le risque de ne pas survivre. Ça a l'air assez intéressant. La couverture est assez énigmatique, mais c'est une bataille de sorciers, forcément. Il a l'air d'avoir aussi de la trahison. Un peu tout ce qu'il faut pour, vous savez, passer un bon moment de lecture. Donc, à voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons Monster of Verity, des Savage Song. C'est du coup l'humaine qui le sort et c'est par notre très chère, très talentueuse Victoria Schweppes, qui est juste géniale, qui fait de très 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 bons romans. Donc, je vous lis. À Verity, les crimes sont tellement nombreux que chacun donne désormais naissance à un monstre. Il en existe 3 sortes. Les premiers, les corsets et les malakai, sont légions et dévorent leurs victimes ou se repaissent de leur sang. Les Sunai, eux, sont rares et mystérieux. Ils peuvent s'emparer l'âme de leur proie grâce à la musique. Dans la partie nord de la ville, Calo Marker a vu l'émergence de ces fléaux l'occasion de se prospérer, en offrant à la population les moyens de les protéger de moyens non-finance. Au sud, Henry Flynn a décidé de combattre le feu par le feu et d'orchestrer une contre-offensive. Il a recueilli 3 Sunai qu'il élève comme ses enfants. Auguste, qui est l'un d'entre eux, a hâte qu'on lui donne davantage de responsabilités. Quand on lui demande de surveiller Kate Harker, la fille unique de leur ennemi juré, il accepte d'intégrer le même lycée qu'elle. Mais la jeune fille, qui n'a rien de tendre, ne tarde pas à découvrir sa véritable identité. Ça a l'air trop bien. Et alors déjà, en plus, c'est Victoria Schweppes, donc ça ne peut être que bien. Il n'y peut pas y avoir de déception. Donc, ça va être juste génial. Honnêtement, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Le même jour, nous avons Pandora. On peut dire que ces dernières années, la mythologie grecque revient en poupe. Alors, parce qu'il y a plusieurs romans qui sortent qui traitent de la mythologie grecque, mais on peut dire qu'elle revient en force. Donc, du coup, c'est Pandore. Donc, c'est la fameuse, vous savez, réécriture du mythe de Pandore qui est juste géniale. Donc, à voir ce que ça donne, parce que des réécritures, ça passe ou ça casse. En tout cas, la couverture est très belle. Très, je sais pas, très pas énigmatique en fait, mais on se lasse pas de la regarder. Voilà, donc je vous lis le résumé. Il y a un soupir soudain, un frisson qui ne provient pas du fond de la pièce, mais de l'intérieur du vase, et Dora entend tout à la fois son appel de sirène, son plaidoyer ténébreux. C'est le chuchotement des vagues, la musique du chagrin, et elle ne peut résister. Londres 1799. Pandora Blake, créatrice de joaillier en devenir, vit avec son oncle, Ézéchia. Être vénal et sans scrupules, il n'a pas hésité à s'approprier les prestigieux magasins d'antiquités de son frère défunt pour le transformer en bazar de contrefaçon. Mais comment expliquer qu'un vase antique parmi entre eux rend soudain Ézéchiel si nerveux? Et surtout, pourquoi Pandore est-elle la seule à être capable de soulever le couvercle? Pour en avoir le cœur net, la jeune fille va enquêter, quitte à déterrer les secrets de sa propre famille. Ça va être trop bien.
J'espère en tout cas ne pas être déçue parce que ça peut vite... En fait, je pense que c'est le genre de roman que ça passe ou ça casse, donc on verra ce que ça donne. Le même jour, là c'est par pure envie personnelle que je vais lire ce roman. Il s'agit de L'éveil d'Erika Strange. Se taire ou se battre, elle devra choisir. L'alter ego d'Erika est une super héroïne. Ensemble, elles vont se venger du garçon qui leur a fait du mal. Erika vient de commencer une relation avec le beau Thomas, un artiste comme elle. Mais un matin, après une soirée, elle se réveille à moitié nue sans se souvenir de la veille, avec des mots écrits au feutre indélébile dans les parties les plus intimes de son corps. Parmi ces noms, ceux des amis de Thomas et celui de Thomas. Pour tenter de survivre à cette épreuve, Erika va se créer un alter ego, Erika Strange, une super-héroïne, et va dessiner ses aventures sous forme de comics. Ensemble, elles vont chercher la vérité et tenter de faire la lumière sur ce qui leur est arrivé. La couverture est belle, honnêtement. C'est un très beau dessin, mais c'est purement et simplement par conviction personnelle que je vais lire ce tome-là. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Le 19 octobre, nous avons le tome 5 de True Beauty qui sort. Donc là, c'est juste parce que il faut continuer la collection. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Le 19 octobre, nous avons les Sœurs Holo qui sort. C'est Rajo qui le sort. La couverture est assez impressionnante, honnêtement. Elle est à la fois mignonne avec, vous savez, les fleurs qui sortent, et en même temps, elle fait un peu peur parce que du coup, il y a du sang. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc, je vous lis le résumé. Iris Solo, 17 ans, a toujours été étrange. Lorsqu'elle était enfant, elle et ses deux sœurs aînées ont disparu. Un événement dont aucune d'elles ne se souvient et qui ne leur a laissé qu'une cicatrice en forme de croissant de lune dans le cou. Des yeux noirs et des cheveux blancs. Iris fait tout ce qui est dans son pouvoir pour apporter les couleurs du lycée en paraissant la plus normale possible. Pourtant, son étrangeté lui colle à la peau. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, top modèle célèbre et styliste renommée internationale, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Idriss doit embrasser sa pardon, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Avec son autre sœur, Vivi, Iris fuit, mais pour sauver sa peau et trouver Gray, elle comprend qu'elle doit remonter la trace de son passé. Ça a l'air intéressant, hyper impressionnant. Une petite enquête sur un enlèvement, mais du coup c'est des années plus tard, donc j'ai hâte de voir ce que ça devait donner, parce que souvent c'est le genre de roman qui est assez intéressant, qui se lit tout seul aussi. Le 20 octobre, nous avons donc la suite de Les Saisons du Chaos, le tome 2 qui sort. J'ai hâte depuis le temps qu'on le voit passer sur Booknote, qui est repoussé constamment. J'ai trop hâte. Donc je vous lis le résumé, j'espère que ce sera la dernière fois que je le lis. Ensemble, ils enflammeront le monde. Enflammeront le monde. Entraînés dans un jeu de mort grandeur nature, les adolescents sont devenus des incarnations immortelles des saisons et se sont entretués pendant de longues années. Mais un jour, les sentiments de Jacques et Fleur ont renversé ce système, allié à d'autres saisons refusant la tyrannie de Chronos, la machiavélique créateur de cet univers. Ils ont triomphé du mal et montré que rien ne pouvait être plus fort que leur union sacrée. Ce choix a eu un coût. Jacques a sacrifié sa magie hivernale et son immortalité pour assurer leur survie. Et même s'il le referait n'importe quoi pour Fleur, il ne peut nier que le vide qu'il ressent depuis. Le monde qui pensait avoir libéré de la tyrannie est toujours aux prises avec les retombées de la rébellion qu'ils ont déclenchée. Avec le professeur Lyon comme nouveau Chronos, les saisons sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais tout le monde n'est pas satisfait du changement de direction. Des forces ennemies cherchent à se venger et le chaos va s'étendre au monde entier. Plongés au milieu d'une nouvelle guerre, Jacques et Fleur vont être confrontés aux conséquences de leur choix. Seront-ils assez forts pour sauver le monde d'une tempête qui va devenir incontrôlable? J'ai hâte, mais tellement hâte de le tenir enfin entre mes mains. C'est la fin, c'est enfin, j'espère. J'espère réellement que je vais l'avoir entre mes mains. Le 20 octobre, le même jour, nous avons donc L'héritage des 7 îles qui sort. C'est de Saxus aussi. J'avais pas mal aimé le tome 1. Donc c'est une histoire de piraterie et autres. Donc on va voir ce que ça donne. Pareil, lui, ça fait un moment qu'il est annoncé et qu'il est repoussé. J'ai perdu ma page. Il y a des moments où je me fatigue toute seule. Il faut juste que je retrouve le résumé que j'ai perdu.
ça y est. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai la tablette qui a bugué. Forcément, il fallait que ça arrive quand je tourne la vidéo. Bon, on va passer à un autre, parce que du coup, c'est juste celle-là qui déconne. Je ne sais pas pourquoi, mais lui veut pas. Bon. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Le 21 octobre, nous avons The Girl with No Soul qui sort. C'est une très... Excusez-moi. La couverture est magnifique. C'est une très belle couverture. Donc je vous lis le résumé. En Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée. Égard à celles qui s'égarent du droit chemin, elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle, ne possède pas d'âme, elle est vide. Et si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un Pijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Les sentiments qu'elle ne pensait ne jamais éprouver surgissent et a vécu un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Qui a volé l'âme d'Oris et pourquoi? Pour le savoir, elle devra se rapprocher au plus près des secrets du pouvoir. Désormais traquée par l'ordre, parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de ses noms d'identité et à recoller les morceaux de son cœur? Ça a l'air trop beau. Et c'est l'édition Martinière Jeunesse qui le sort. Donc, j'ai vraiment hâte. Et puis la couverture, franchement, est plutôt pas mal. Et c'est, on va dire, une histoire, en tout cas moi, qui m'a l'air assez nouvelle. Donc on va voir. Et normalement, pareil, c'est la dernière fois que je vous lis ce résumé. Le 27 octobre, nous avons le Palais des Automates, Cryo Wars, qui sort. J'espère réellement qu'il va sortir et que je ne vous lirai plus jamais le résumé de ce tome 1. Donc, conçus par les humains pour leur bon plaisir, les Automae ont renversé et asservi leur créateur lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume des Rabu. Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. La jeune Alia travaille au palais de ses tortionnaires. Elle y a gravi rapidement les échelons, mais elle ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Cryer. À présent au service de celle-ci, elle découvre contre toute attente qu'elle est douce et généreuse. Lady Cryer a été conçue pour être parfaite et reprendre l'œuvre de son père, mais c'était avant qu'elle soit fiancée à un ambigu Kinok et qu'elle découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'Alia et Cryer se rapprochent, le destin des humains et des Automae va être précipité dans l'abîme de violence et de trahison. Et voilà, je vous ai montré tous les livres, à part du coup le bug que j'ai eu pour le royaume, le trône de 7 royaumes. J'espère que je vais y arriver. Mais je vous mettrai le résumé en barre d'infos. J'y a énormément de belles nouveautés qui sortent. Les Sœurs Holo sont celui qui m'intrigue le plus avec donc The Girl with No Soul. Pandora, j'espère que je vais l'aimer, honnêtement. Que ça va pas être un livre une énième réécriture que je n'ai pas aimée. Mais on va dire qu'il y a de très très belles sorties ce mois-ci, même si j'ai hâte d'être... C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai hâte d'être le mois prochain parce qu'il y a La Passeuse de mots, le tome 3 qui sort. Et c'est un des romans et des sagas qui me bouleverse le plus. Ma petite âme de lectrice est bouleversée, et soit de très bonne humeur, ce qui a été le cas avec le tome 1, soit complètement dévastée avec le tome 2. Donc c'est un des romans de cette année que j'attends le plus de lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous attendez avec autant d'impatience que moi, ou s'il y en a d'autres au contraire que je vous ai pas dit, que ça me permettrait de découvrir. En tout cas, je vous dis à tous à lundi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.